Nous allons donc passer maintenant à l'avis sur la Marine nationale avec monsieur le rapporteur, monsieur Didier Le Gac. Bien. Bien, mais écoutez, merci Madame la Présidente, chers collègues. Et alors qu'un coup de vent s'annonce sur la Bretagne et sur l'Atlantique ce matin, je suis heureux de venir vous parler de la mer et des marins. Bien, alors, et de l'action de l'État en mer. Alors voilà, donc, bien écoutez, tout d'abord, comme vous, comme propos liminaire, je peux que me féliciter que pour la 4e année consécutive, le budget de la défense soit en hausse, 1,7 milliard en plus. Il dépasse les 40 milliards au total et qu'il soit, en outre, Madame la Présidente, chère Françoise, conforme à la loi de programmation militaire 2019-2025 qui est respectée et que la Marine nationale, et dont la Marine nationale va bénéficier une fois encore cette année de l'effort de la nation. Alors comme il s'agit de la dernière année de la législature, je tenais à vous dire combien nous pouvons être fiers de notre Marine nationale et que grâce à cette loi de programmation militaire, eh bien, elle a su rapidement se réarmer tant en équipement qu'en ressources humaines. Le chef d'état-major, l'amiral Vandier, et avant lui l'amiral Pratzuk, nous le rappelait très régulièrement, la menace demain viendra sans doute de la mer, après des années d'une lecture géopolitique plus terrestre. De fait, la Marine nationale est confrontée à deux phénomènes d'ampleur. Le premier, c'est la contestation du droit et des espaces maritimes. Vous le savez désormais grâce à l'amiral Pratzuk, ce qui n'est pas protégé est pillé, ce qui est pillé est contesté. Et d'autre part, le développement rapide deuxième enjeu, le développement rapide de nouvelles puissances navales aptes à la défier, comme la Chine, pour ne pas la citer. Nous l'avons répété à plusieurs reprises, nous assistons à un réarmement naval mondial tout à fait inédit. Dans ce contexte, la Marine doit envisager un retour de la guerre en mer, comme l'a indiqué devant notre commission récemment encore l'amiral Vandier. J'en viens donc au crédit de la Marine, auquel j'ai consacré la première partie de mon rapport, comme traditionnellement. Première partie de l'avis, les crédits de la Marine ou le programme préparation et emploi des forces marines. Donc en 2022, l'action 3, préparation des forces navales du programme 178 sera dotée de 4,05 milliards d'euros en autorisation d'engagement et de 2,8 milliards en crédits de paiement. Les crédits du projet de loi de finances pour 2022 confirment, je l'ai dit, l'effort de réarmement de notre Marine nationale entrepris depuis le début de la LPM. Ainsi, en 2022, le renouvellement accéléré de nos capacités opérationnelles se traduira par des livraisons nombreuses, parmi lesquelles j'en cite quelques-unes, 4 avions de patrouille Atlantique 2 rénovés, un SNA de type Suffren, une frégate multimission à capacité de défense aérienne renforcée, une frégate type Lafayette renforcée, un bâtiment ravitailleur de force, un module de lutte contre les mines, le fameux SLAMP, 15 stations navales connectées au satellite de télécommunication Syracuse 4, un lot de torpilles lourdes Artemis et 25 missiles Exocet. Par ailleurs, les grands programmes liés aux infrastructures seront poursuivis en 2022 avec l'arrivée de nombreux bâtiments nouvelle génération, la maîtrise de ces programmes d'infrastructures étant cruciale. Enfin, en cohérence totale avec la politique d'innovation ambitieuse votée dans le cadre de la loi de programmation militaire et menée par le gouvernement, la Marine, en concertation avec l'écosystème de l'innovation de défense, continue à innover en vue de conserver l'ascendant sur l'adversaire. Cela est incontournable. En ce qui concerne le maintien en condition opérationnelle des équipements, le MCO, qui est l'autre vrai enjeu de notre Marine nationale et que l'on mesure notamment par le nombre de jours de mer passés par nos navires, passés donc en mer par nos navires. L'investissement se poursuit en 2022 également, et même si ces effets en termes d'accroissement de l'activité ne se manifesteront qu'en 2023. Symbole de la prise de conscience de ce caractère stratégique, les ressources consacrées au MCO passent le cap des 2 milliards d'euros cette année en crédit de paiement.
Enfin, je vous livre un dernier motif de satisfaction qui concerne le plan stratégique Mercator. Dans un contexte d'amplification des tensions géopolitiques et du retour plausible du combat naval, je le redis une nouvelle fois, la Marine nationale a décidé l'accélération du plan Mercator en l'articulant autour de 3 axes majeurs, une marine de combat, une marine en pointe et une marine de tous les talents. Cette stratégie très volontariste est primordiale pour garantir et développer notre capacité d'action sur tous les théâtres d'intervention. Théâtre, vous le savez, dans le livre blanc pensait limité à 2, alors qu'aujourd'hui nous sommes en quasi-permanence mobilisés sur 3 ou 4 théâtres en même temps. Voilà donc pour la remontée en puissance de notre marine, remontée en puissance nécessaire. Pour résumer, chers collègues, les crédits de la marine permettent la mise en œuvre de 3 types d'engagements. Le premier, la permanence de la posture de dissuasion. Le deuxième, la défense de notre territoire maritime pour laquelle la marine est chargée de missions relevant de l'action en mer. Et plusieurs théâtres d'opération, notamment l'Indo-Pacifique, le Golfe de Guinée, l'Atlantique, la Méditerranée centrale et orientale. Le retour des États-puissances est avéré depuis quelques années et se traduit de plus en plus par un usage ou une démonstration désinhibée de la force militaire qui est, pour nous tous, une source de préoccupation majeure. Et en réaction, notre marine doit se doter des moyens nécessaires pour manifester très concrètement l'attachement de la France au droit international et à la liberté de navigation. Voilà pour la première partie. La deuxième partie de l'avis concerne donc l'action de l'État en mer. Je l'ai choisie parce qu'elle est quotidienne et indispensable. Elle désigne l'ensemble des opérations maritimes menées par le gouvernement dans l'intérêt public sur ses propres ressources, à l'exception des missions de défense. Avec 10 domaines d'intervention variés, de la souveraineté et protection des intérêts nationaux, en passant par la sauvegarde des personnes et des biens en mer, la protection de l'environnement ou encore la lutte contre les activités maritimes illicites, divisées en 45 missions distinctes définies par l'arrêté du 22 mars 2007. L'action de l'État en mer est une politique interministérielle particulièrement aboutie qui constitue le cadre légal des missions de protection et de sauvegarde des intérêts nationaux de la France en mer. J'ai souhaité faire ce zoom cette année, non pas par tropisme breton, mais parce que les enjeux sur cette zone sont considérables, en augmentation continue depuis 30 ans et toujours plus complexes, avec notamment, et j'y reviendrai, de nombreux nouveaux usages en mer, comme notamment les parcs éoliens. Spécificité organisationnelle française, dont nous pouvons, je crois, être fiers, les préfets maritimes ou les délégués du gouvernement pour l'action de l'État en mer, en outre-mer et chez nous sont les responsables de l'AEM, donc ces préfets maritimes, dans leurs zones maritimes respectives. Leur action est animée et coordonnée par le SGMer, le secrétariat général à la mer, sous l'autorité du Premier ministre. Le SGMer préside également le comité directeur de la fonction garde-côte, dont le rôle est d'organiser la coordination et la mutualisation des moyens de l'ensemble des administrations intervenant en mer et sur le littoral, soit de 8 entités. La Marine nationale, la Gendarmerie maritime, la Gendarmerie nationale, les affaires maritimes, la Direction générale des Outre-mer, les douanes et enfin la police aux frontières et la sécurité civile. Première contributrice de la fonction garde-côte en termes de moyens engagés, la Marine nationale y consacre le quart de son activité. La gendarmerie maritime consacre, elle, la totalité de son activité à l'action de l'État en mer. Dans la zone maritime atlantique, sous l'autorité du préfet maritime de l'Atlantique, dans une vaste zone qui va de la frontière espagnole dans le sud jusqu'au Mont-Saint-Michel dans le nord, la Marine nationale contribue aux missions incombant à l'État en mer, aux côtés des autres administrations, je l'ai dit. Engagée au quotidien dans la quasi-totalité de ses missions, la Marine s'appuie à la fois sur ses capacités côtières et sur ses moyens plus lourds pour l'intervention au large. Elle intègre également les forces indispensables de la gendarmerie maritime. Efficiente par nature, l'activité au profit de l'AEM demeure très difficilement dissociable de celle dévolue aux missions militaires, car elles sont souvent réalisées pour la plupart simultanément. Toutefois, sur les 3 dernières années, l'effort moyen journalier de la marine sur le territoire national montre une tendance croissante très nette. À périmètre de ressources humaines contraint, le taux d'effort s'est intensifié pour passer en 2017 de 1680 marins engagés quotidiennement à près de 2000 cette année en 2021.
J'attire votre attention sur la hausse des perspectives d'engagement des moyens de la Marine nationale sur le périmètre de l'AEM à l'échelon national, en raison du nécessaire renforcement du contrôle des espaces maritimes, de la compétition pour les ressources halieutiques, des zones de tension qui couvrent beaucoup d'endroits sur le globe, et de l'exigence de protection amenée à perdurer et qui nécessite pour la Marine d'être en mesure, au-delà de ses installations, de répondre aux besoins croissants de renforcement de la protection de la frange littorale, et aussi des foyers de tension qui se profilent à nos portes dans l'espace zone Manche et mer du Nord. Je pense particulièrement aux tensions post-Brexit dans le monde de la pêche. Et enfin, autre sujet pour l'AEM, la surveillance pour la France et l'Europe des flux migratoires en mer qui ne montrent pas de signes d'essoufflement et induisent la permanence des moyens de sauvetage, y compris en Manche, mer Atlantique. J'en profite pour évoquer devant cette commission le travail remarquable réalisé par les sauveteurs en mer de la SNSM qui font face eux aussi au doublement des tentatives de traversée de la Manche cette année. On ne le connaît pas trop, on ne le sait pas trop, mais la SNSM intervient aussi pour venir secourir les migrants en Manche, mer du Nord. Voilà. L'accroissement de la responsabilité de l'État sur la protection des activités au-delà de la mer territoriale, notamment pour ce qui relève de la préservation du patrimoine naturel des espaces maritimes. Le président de la République a récemment annoncé au Congrès mondial de la nature une extension des aires protégées et cela devra se traduire également par plus de moyens pour les protéger, donc plus de moyens pour la marine et l'action de l'État en mer. Je conclus pour vous dire que je tenais à souligner que dans ce dispositif, les moyens pourraient venir à manquer. La SNSM, notamment, dont le financement repose à 75% sur des fonds privés, est toujours plus sollicitée, je l'ai dit, pour le sauvetage de week-end et le week-end et la nuit. Et pour la façade atlantique, les enjeux sont prégnants, les trafics et la pêche illicite, la sûreté maritime et surtout la protection de l'environnement. J'ai donc noté, pour conclure, dans mon rapport, vous le lirez, un point de vigilance aussi sur les énergies marines renouvelables, les EMR, qui un secteur en pleine expansion et où il est peut-être sans doute regrettable qu'il n'y ait pas un porteur plus identifié, comme il y en a eu dans les années 60, par exemple, pour le développement de l'énergie nucléaire. Voilà, excusez-moi, Madame la Présidente, j'ai dépassé un peu les 10 minutes, mais je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le rapporteur, pour cet exposé quand même précis et passionnant. Sans tarder, donc pour les premières questions, Fabien Goudfard, je le cherchais. Merci Madame la Présidente, merci beaucoup chers collègues rapporteurs pour cet exposé, votre engagement auprès de nos marins. Moi, ma question porte sur un programme européen que vous connaissez, j'en suis sûr. D'ailleurs, il nous a été mentionné par le chef d'état-major de la Marine à votre place il y a quelques jours. C'est l'European Patrol Corvette. Vous savez que c'est un projet européen sous supervision italo-française, avec des partenaires comme l'Espagne, le Portugal et la Grèce, en vue de fabriquer, de produire des nouveaux navires de guerre, des corvettes lance-missiles, des patrouilleurs hauturiers. Et le chef d'état-major de la Marine avait un regard plutôt positif sur ce programme. J'aurais voulu savoir si, à votre avis, il était possible de l'accélérer, d'élargir peut-être le nombre de ses partenaires, et quelle traduction budgétaire, en fait, ça avait à ce stade, c'est-à-dire en gros, sous quel programme est-ce que ces travaux étaient menés? Merci. Madame la vice-présidente Patricia Miralles. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, cher Didier, de prime abord, l'indicateur mettant en exergue les capacités à intervenir dans une situation mettant en jeu la sécurité de la France semble désigner une faible réalisation des objectifs de la Marine en 2021. En réalité, les données de cet indicateur se justifient par la prise en charge récente de l'hypothèse d'engagement majeur dans l'évaluation de ses capacités. En effet, la réalisation du contrat opérationnel de la Marine demeure largement au-dessus des 85%, témoigne de la haute fiabilité de nos forces en la matière. Toujours est-il que, aussi hypothétique soit-elle, cette hypothèse d'engagement majeur demeure un élément à prendre en compte dans la préparation de nos forces. Aussi, il nous revient de donner à nos marins les moyens d'y faire face le funeste jour où elle se présentera à nous.
Ainsi, si les capacités de la marine demeurent toutes tout à fait cohérentes pour faire face aux délits actuels, sauriez-vous nous indiquer dans quelle mesure les différents programmes et investissements prévus sur ce budget et sur l'ensemble de la LPM nous permettraient d'envisager une montée en puissance de la marine nationale en adéquation avec les exigences de la haute intensité? Je vous remercie. Merci Madame la Vice-présidente. Wendell Rouillard. Merci Madame la Présidente. Je commence par saluer notre camarade Didier Legac et son excellent travail. Si vous me le permettez de partager 2-3 points d'attention avec vous. Premièrement, depuis plusieurs semaines nous en parlons, nous sommes nombreux à considérer que si la France souhaite assurer son ambition maritime, nous ne pouvons évidemment pas en rester au format actuel de la Marine nationale. Autant je salue, y compris comme ancien rapporteur du budget de la Marine, cette montée en puissance, évidemment, et le travail de notre ministre, autant il faut dire les choses clairement et nettement pour le présent comme pour l'avenir. Par exemple, il est évident que le format des frégates de premier rang ne peut pas en rester là. Didier le sait très bien, il faut le dire et le redire, puisque évidemment, ça prépare des discussions à la fois pour l'élection présidentielle, mais aussi à tous les étages de l'État, y compris au sein du ministère des Armées. Et donc, autant le dire et le redire, et on ne manquera pas de l'argumenter ces prochains mois. La deuxième chose, c'est sur la patrouille maritime. Parce que le président de la République avait souhaité que, sur ce domaine comme d'autres, nous puissions engager une démarche franco-allemande. Ce que je constate avec vous, c'est que, et on en a parlé avec le patron de la marine, c'est que les Allemands viennent d'acheter plusieurs avions de patrouille maritime des P-8 américains. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça pose question sur le sujet, et je ne voudrais pas que ce sujet soit marginalisé parce qu'il participe de notre dissuasion nucléaire, de notre capacité de renseignement et de nos capacités de frappe par ailleurs. Dernier point, et pas des moindres, avec Didier et même son prédécesseur, nous avons consacré beaucoup de temps au MCO, et en particulier pour nos hélicoptères Caïman. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on progresse, mais trop lentement. J'ai regardé le taux de disponibilité actuel, on progresse, mais on a du boulot. Et donc je partage avec vous cela pour le présent et l'avenir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que concernant les Caïmans, on a un sujet de vigilance permanent pour la suite. Voilà. Merci et encore une fois, bravo Didier pour ton travail. Merci, cher collègue. Jean-Louis Thiriot. Merci. Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur pour cette analyse complète. Alors je suis très embêté puisque les deux derniers intervenants ont quasiment évoqué la question que j'allais poser. L'European Patrol Corvette d'un côté qui est un enjeu important et le problème effectivement de l'insuffisance probable du format eu égard à la nécessité pour la France d'avoir une présence accrue dans la zone Asie-Pacifique. Alors, les deux s'articulent finalement ensemble, parce que l'un des intérêts du programme EPC, c'est que ça peut nous permettre de dégager des navires de premier rang pour des missions militaires potentiellement de plus haute intensité. Donc je voudrais effectivement que vous nous fassiez un balayage complet de la manière dont ce programme est suivi, de nous faire part de vos réflexions sur le format, et puis deux petites questions plus techniques. Est-ce qu'aujourd'hui, le programme des POM et des patrouilleurs océaniques tient parfaitement le calendrier ou pas? C'est un besoin considérable. On sait que pour la défense de nos zones économiques exclusives, c'est aujourd'hui un enjeu majeur. Donc, est-ce qu'on est bien dans le timing? Et deuxième question, j'ai échangé avec pas mal d'officiers qui se trouvent dans la zone océan Indien et qui soulignent la difficulté liée à la disparition des battrales. C'est-à-dire que nous n'avons plus aujourd'hui de bâtiments de projection qui nous permettraient, par exemple, si demain on avait un problème sur les îles Éparses, de projeter une compagnie d'infanterie sur place. Donc, quelle est votre analyse de la situation et quelles sont les réponses qui peuvent y être apportées? Merci. Merci, cher collègue. Madame Sorène Mauborgne.
Merci Madame la Présidente. D'abord, je voulais adresser à nos administrateurs un énorme merci parce qu'ils réalisent un travail dans un temps extrêmement contraint. Pour ma part, ma dernière audition était lundi après-midi et elle a duré 1h15. Donc voilà, je voulais adresser, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, un énorme merci à nos administrateurs qui font un travail vraiment remarquable. Merci Monsieur le rapporteur pour vos propos. Moi, je ne vous poserai pas une question qu'on poserait à un chef d'état-major de la marine. Ce sera beaucoup plus simple. Quelle analyse avez-vous, notamment sur le plan budgétaire, du double équipage? Est-ce que c'est intéressant pour finalement rentabiliser les bateaux? Est-ce que ça procure des complexités supplémentaires, notamment pour l'habitat à bord, puisque c'était une des contraintes qu'il fallait régler, et évidemment souligner l'importance de la base de Toulon et de la mer Méditerranée dans les préoccupations majeures sur le plan stratégique et sécuritaire. Merci. Merci Madame Manuela Queclar-Mondésir. C'est bon? Merci, Présidente. Alors, je vais saluer le rapport et évidemment la clarté des informations qui nous sont données par le rapporteur. Ma question sera simple. Je vais d'abord rappeler et saluer en fait l'investissement et les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour l'équipement des Outre-mer, notamment la Martinique qui a été bien équipée récemment. Mais je voudrais rappeler qu'il y a un besoin important de surveillance des côtes et vous avez indiqué l'importance qui est aujourd'hui donnée à la marine et le renforcement de certaines actions, notamment la surveillance des côtes et le secours des populations et le secours en mer. Et je veux simplement demander, qu'en est-il du radar? C'est une demande qui est récurrente, enfin qui date, pour justement pallier et accompagner l'effort qui est fait pour le contrôle des côtes, pour le trafic qui se fait de plus en plus pressant en Martinique et sur nos côtes aux Antilles. Et cette demande d'équipement en surveillance des côtes, et notamment renforcée par un radar, est une promesse du gouvernement et je voudrais savoir où ça en est. Merci. Monsieur Jean Lassalle. Oui, merci Madame la Présidente. Cher Didier, tous mes compliments pour avoir réussi à passer en si peu de temps tant de choses. Et d'abord, pour aller du petit au grand, je me laisse dire par-ci par-là que un élément négatif qu'on pourrait peut-être traiter, c'est les équipements. Alors ça ne va pas tout à fait dans le sens de la planète, mais c'est les grandes éoliennes qui semblent dégager un contexte électromagnétique préoccupant pour un certain nombre de nos installations de la marine. Alors je ne sais pas au juste ce qu'il en est, mais je voulais quand même le dire. Deuxièmement, mes trois collègues ont dit une partie de ce que je voulais dire, donc ça va très vite. C'est certainement l'enjeu le plus important pour notre armée, avec peut-être la 4e arme, la cyber. Et c'est là que nous devons fournir l'effort le plus important. D'abord, deuxième façade maritime du monde. Une obligation ardente et absolument incontournable d'être présent partout, alors que les Anglais vont voltiger eux aussi partout, et pas que pour nous faire du bien. Les Allemands, effectivement, vous avez tout résumé, je n'y reviens pas. Quid de l'Union européenne, au moment où, plus que jamais, il faudrait investir. On voit bien le mouvement général du monde. Il faudrait pouvoir être présent, parce qu'il y a, bien entendu, tout le combat qui se prépare pour le lendemain sur de nouvelles terres ou de nouvelles mers. Et puis, il y a le grand combat pour l'énergie. Je vous remercie, Madame la Présidente.
Chers collègues, Madame Nathalie Serre. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le rapporteur pour votre rapport extrêmement dense. J'avais une simple question concernant l'incident qui avait eu lieu sur la Perle, voilà, et qui avait mis en retard le programme par effet de domino sur la construction du porte-avions. Et je voulais simplement revenir sur le sujet et voir avec vous si vous pouvez nous apporter des informations quant au retard sur le rétroplanning et ses incidences au niveau budgétaire. Voilà, je vous remercie. Merci. Monsieur Thomas Gassilou. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, merci pour votre travail. Alors, je crois qu'en matière maritime, les besoins sont immenses. La France, deuxième espace maritime, et il faut bien entendu défendre nos intérêts et nos valeurs sur l'ensemble des autres zones, que ce soit en Méditerranée, en Indo-Pacifique ou dans l'océan Atlantique. Et alors, sans occulter le débat sur le dimensionnement des forces, et plusieurs questions ont porté sur ce sujet-là, il me semble que tout ne peut pas reposer sur nos armées. Quand on regarde les stratégies de puissance un peu qui se déploient dans le monde, y compris chez les hyperpuissances, on remarque des stratégies finalement beaucoup plus larges. Quand on regarde les routes de la soie, quand on regarde l'usage de sociétés militaires privées pour sécuriser les navires, quand on regarde parfois des puissances qui font même du renseignement via des bâtiments civils ou des manœuvres en Indo-Pacifique. Voilà, donc ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a bien entendu le bon dimensionnement des forces, mais il y a également la stratégie de puissance que peut concevoir chaque pays en réfléchissant à la mise en œuvre de l'ensemble des moyens dont il dispose. Et donc, monsieur le rapporteur, j'aimerais savoir si vous avez des actions à porter à notre connaissance ou des idées pour dynamiser l'approche interministérielle ou l'association éventuelle d'acteurs privés, nationaux, européens, que ce soit pour sécuriser nos bâtiments commerciaux, pour faire du renseignement ou tout simplement pour affirmer une présence. Je vous remercie. Merci. Pas d'autres interventions. Je cède donc la parole à notre rapporteur Marine, puisque les questions sont nombreuses, donc l'intérêt suscité est important. Effectivement, Madame la Présidente, merci. Et heureux effectivement de voir que la Marine nationale et les marins intéressent autant nos collègues. Alors, plusieurs points. Est-ce que je peux prendre votre liste avec le nom des intervenants? Le premier, c'était... Merci. Alors, Fabien Gouttevard, à propos du projet de corvette. Et puis, c'était aussi une question d'un notre rapporteur. Bon, donc l'amiral Vendier en a parlé. C'est un projet européen d'abord, donc il faut s'en féliciter. Il n'y a pas le Portugal dedans, comme vous l'aviez évoqué. Le Portugal est observateur. Il y a 4 pays, donc la France, la Grèce, l'Espagne et l'Italie. Le projet avance et il avance bien. Il y a une joint venture entre, d'un côté, Fincantieri et Naval Group, donc 2 industriels européens reconnus. Et le projet a été validé cette année, au mois de janvier, par l'Agence européenne de défense. Alors, je n'ai pas le montant exact, mais en tous les cas, l'AED, l'Agence européenne de défense, sera bien en mesure de fournir une aide précieuse sur la réalisation de ce programme. C'est une corvette européenne qui sera, comment dire, un peu une architecture permettant une grande souplesse, hein, de faire à la fois de la protection des océans et d'être aussi d'avoir une force militaire quand il le faudra, et elle sera encore une fois d'une conception très souple avec un faible tirant d'eau pour permettre justement de pouvoir intervenir dans beaucoup d'endroits à la fois. Ça me permet de rebondir cette question puisqu'il y a eu d'autres sujets sur l'Europe de la défense, hein. Rappelez-vous ce que disait l'amiral Vendier ici, entre l'Europe de la défense et la défense de l'Europe, et puis un chiffre, moi, qui m'a marqué lorsqu'il est venu ici devant nous, où il nous disait d'abord, il nous rappelait, c'est d'abord aux pays européens de se mobiliser et rappeler ce chiffre. L'Europe de la défense aujourd'hui, c'est 7 milliards sur un budget de 1000 milliards, 7 milliards répartis sur 27 pays seulement. 7 milliards, 27 pays, 1000 milliards. Donc, quand on a cette équation
à l'esprit, je pense qu'on comprend la difficulté de faire l'Europe de la défense. Mais en tous les cas, le programme de corvette, du European Patrol Corvette, est un exemple parfait d'illustration de la coopération entre 4, voire 5 pays. Ensuite, Patricia Miralles sur la question de la guerre, en fait, puisque l'hypothèse d'engagement majeur, c'est ni plus ni moins que la guerre. Je crois que l'amiral Vendier nous le rappelle régulièrement, et avant lui, l'amiral Pratzuk. L'axe numéro 1 aujourd'hui de notre marine, c'est une marine de combat. L'objectif numéro 1 de la marine nationale, c'est une marine de combat. Avant d'être une marine en pointe, avant d'être une marine de tous les talents, l'objectif premier opérationnel, c'est bien d'intensifier la préparation opérationnelle, bref, de se tenir prêt à une position de haute conflictualité en mer, de se tenir prêt au combat naval. Donc effectivement, tout est orienté autour de cet axe majeur. Alors oui, moi, je pense que l'on est prêt pour plusieurs raisons. D'abord, il y a, donc je vous l'ai dit, la préparation par Mercator, l'intensification opérationnelle, et puis il y a aussi tout ce changement de paradigme, en fait, de culture des marins, de leur dire il faut être prêt au combat naval. Le MCO nous maintient en condition opérationnelle est très... On peut être fier en tous les cas du MCO, parce que le MCO assure la disponibilité technique de nos navires. Si les navires ne sont pas prêts à naviguer, on ne pourra pas faire la guerre. C'est aussi simple que ça. Un chiffre, moi, qui m'a marqué lors de mes auditions, la disponibilité technique des bâtiments atteint désormais quasiment 80% en France, puisqu'on mesure donc la possibilité de notre MCO par nombre de jours en mer passés par nos navires. On est à 80%. La Grande-Bretagne, la marine britannique, est à 70%. Donc à 10 points derrière nous. Donc voilà en ce qui concerne la haute intensité majeure. Dire aussi, et ça rejoint l'une des questions de Sereine Moment, sur le double équipage. Les doubles équipages participent justement de la conditionnalité et d'être prêt à affronter le combat naval et d'être en tous les cas d'augmenter la disponibilité de nos navires. Donc je pense qu'il n'y a pas trop à se poser de questions sur ce sujet-là. Oui, la Marine nationale est prête à affronter. D'ailleurs, vous parliez de hypothétique. Elle est de moins en moins hypothétique, cette hypothèse d'engagement majeur. Gwendal Rouillard, 2-3 points qui ont été soulevés. Alors, sur le format actuel, les frégates de premier rang, bon, effectivement, on est nombreux ici à l'avoir soulevé. Je pense que c'est le sujet pour la prochaine LPM et pour la prochaine législature. Bon, moi, j'ai envie de dire, à l'heure qu'il est, la LPM, toute la LPM, rien que la LPM. Si déjà on va jusqu'au bout de son exécution, la Marine nationale, et puis l'ensemble des forces armées, mais la Marine nationale aura franchi un cap important. Elle est engagée dans un vaste plan de renouvellement, comme elle en connaît tous les 30 ou 40 ans. Il faut quand même voir d'où on vient et tous les programmes qui sont en cours. Enfin, je ne vais pas tous vous les citer, mais les SNA nouvelle génération, les SNLE 3G, le porte-avions nouvelle génération, les bâtiments ravitailleurs de force, le programme SLAMP, les FREM, les FDA, les FDI, et puis les POM, les patrouilleurs océaniques. Et sans parler des infrastructures. Parce qu'on parle tout le temps des bâtiments, mais il faut voir les centaines de millions d'euros qui sont investis sur nos ports. Celui que je connais le moins mal, celui de Brest, c'est des centaines de millions d'euros qui sont investis pour électrifier les quais, pour consolider les infrastructures. Donc oui, effectivement, il faudra se poser la question. Il faudra se poser la question des théâtres d'opération, il faudra se poser la question du modèle de notre marine, mais peut-être du modèle d'armée complet dans les mois et les années à venir. Tu as raison, cher Gwendal, de soulever. Et l'amiral a été très franc, il a dit « je fais les moyens qu'on me donne. Si j'ai 15 frégates, je ferai avec. Si j'en ai 18, ce sera encore mieux. » Mais effectivement, on se pose la question, le nombre de théâtres d'opération et des théâtres d'opération de plus en plus éloignés, notamment l'Indo-Pacifique.
et le format actuel de notre marine. Sur la patrouille maritime, l'amiral Vendier y avait répondu aussi, cher Gwendal. Sa question avait été d'ailleurs, sa réponse d'ailleurs avait été comme toute une audition d'ailleurs, avait été très sincère et il avait répondu sur le couple franco-allemand qui a effectivement du plomb dans l'aile. Et sur les MCO les hélicoptères, oui, voilà, c'est ça. Bon, effectivement, c'est le point sans doute qui est le plus délicat aujourd'hui dans la marine. Vous le savez, le parc des hélicoptères est en partie constitué comme d'appareils très anciens. Les Alouettes 3 qui seront retirés du service un jour. Et donc le choix de la marine de se doter d'une flotte intermédiaire avec les NH90 qui ne sont pas toujours non plus très disponibles. Et donc avec... c'est le secteur, effectivement, l'hélicoptère, l'aéronaval, où il y a le plus de fragilité et donc où il résulte des réductions temporaires de capacité qui sont prises en compte. La ministre elle-même a pris en compte ce dossier de la maintenance de nos avions et leurs conditions d'opérationnalité. Ensuite, Jean-Louis Thériault, je crois que j'ai répondu en partie pour les corvettes, mais il y avait aussi une autre question sur les pommes. Oui, le programme des patrouilleurs océaniques qui suit parfaitement ou presque son calendrier initial prévu. Une des coques vient donc c'est le chantier Soucarenam qui s'en occupe, qui le construit. Donc d'abord à Saint-Malo, les coques sont construites et ensuite à Boulogne où elles sont assemblées et finies. Une coque vient de quitter le chantier de Saint-Malo récemment pour aller vers Boulogne. Donc, et la LPM prévoyait que les 2 premiers patrouilleurs océaniques soient réceptionnés d'ici 2025 et ce sera le cas. Et les autres patrouilleurs seront livrés entre 2026 et 2029. Il y a un gros besoin. C'est ce qui répond à une autre question sur la présence de la marine, notamment dans l'océan Indien. Oui, effectivement, à la fois en matière de patrouilleurs et de patrouilleurs océaniques. Gros besoin, et donc le calendrier est respecté. Ensuite, je regarde si j'ai rien oublié sur cette question. Après, on était sur Jean Lassalle, il n'y avait pas vraiment de questions. J'ai bien noté vos remarques, il n'y avait pas de questions. Sur les radars, la question de Manuela Keklar, je n'ai pas vraiment de réponse précise sur les radars, mais oui, effectivement... la surveillance des populations fait partie de l'action de l'État en mer. Donc, je vous apporterai la réponse. Nathalie Serre, sur les SNA... Ah oui, le Perle. D'abord dire qu'on a assisté quand même à un moment industriel absolument inouï, absolument remarquable dans notre pays. Vous avez vu ce qu'on a fait. On a découpé 2 sous-marins. On a pris la partie avant de l'un pour le coller sur la partie arrière de l'autre. Le Perle a gagné 100 cm depuis. Il a grandi un petit peu. Et non, il n'y aura pas de... Cela n'a pas entraîné de retard dans le programme des SNA. Le suffrain va être remis à la Marine nationale dans quelques semaines, définitivement. Le Duguay-Trouin est prêt, va sortir de Cherbourg. Et puis ensuite, le 3e navire qui s'appellera l'Émeraude, je crois. C'est ça, suffrain du Duguay-Trouin et Émeraude suit et le calendrier des SNA suit. Moi, il m'a été donné on dit parfois que notre pays, la France, n'a plus de politique industrielle. Quand on est à Cherbourg et qu'on voit 3 SNA comme ça, alignés dans un grand hangar industriel, c'est absolument fabuleux. Quand on sait que les SNA sont on l'a dit à plusieurs reprises, sont des outils industriels absolument complexes, aussi complexes qu'une fusée Ariane, et qu'on en voit 3 qui sont alignés l'un à côté de l'autre dans un hangar industriel et qu'on voit autant de centaines d'hommes qui grouillent autour, on dit quand même qu'on est capable de faire des belles choses, y compris industrielles, dans notre pays. Et puis je crois que la question de Thomas Gassiou sur
Sur le double équipage, sur Rennes, j'y ai répondu en partie. Hein. Effectivement, oui, c'est une bonne chose. Elle est étendue à quasiment aujourd'hui tous les bâtiments. Et les retours d'expérience sont très positifs. Et la question de Thomas Gassiliou, j'ai oublié ce que c'était, mais on va me le rappeler. L'approche interministérielle, c'est ça, de la Marine nationale. Et après, on aura fini. Pardon. À mon avis, voilà. Ma question était de dire, question difficile, hein, monsieur le rapporteur, pour une stratégie de puissance, on peut compter sur le moyen des forces armées. Mais quand on regarde nos grands compétiteurs internationaux, y compris ceux qui sont beaucoup plus puissants que nous, les hyperpuissances, ils ont des stratégies beaucoup plus ouvertes en associant, en interministériel, même si ça ne veut pas dire grand-chose chez eux, et en associant des acteurs privés. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas que pour atteindre nos objectifs, on devrait aussi avoir une stratégie beaucoup plus ouverte en associant des acteurs privés, que ce soit pour affirmer notre présence, pour faire du renseignement ou pour d'autres missions de ce type? D'accord, je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, s'il y a bien un sujet qui est transversal, qui est interministériel, qui touche à de nombreux secteurs d'activité, c'est bien celui de la mer. D'ailleurs, on voit bien la difficulté pour la ministre de la Mer aujourd'hui, puisque la mer, ça touche à la fois à l'écologie, bien évidemment, ça touche à la défense, ça touche à l'industrie, ça touche à l'économie, ça touche à l'environnement, ça touche, donc c'est extrêmement transversal. Et la mer l'est, on voit bien en ce moment sur l'exploration des océans, sur les fonds. Donc oui, en tous les cas, en ce qui concerne la marine et la politique de la mer en France, c'est bien une politique vraiment transversale et interministérielle qui touche, qui est transversale, et je ne crois pas que les marins travaillent tout seuls dans leur coin. Voilà, les 3 sous-marins, c'est pas les mots, j'avais bien un doute, c'est le Suffren, le Duguay-Trouin et le Tourville qui est presque fini d'être construit aussi. Voilà. Merci. Merci, monsieur le rapporteur, pour l'ensemble de ces précisions.